Bonsoir à tous, bonsoir Samuel. Bonsoir François. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Il est beaucoup question de taxes dans l'actualité de cette semaine. Celle impactant l'épargne de façon rétroactive a suscité le plus de réactions, à Toulouse également. Nous entendrons le point de vue de Jean-Luc Moudinque. Dans le milieu du sport, c'est un chiffre qui interpelle, 75%. C'est le montant de la taxe qui touchera les footballeurs à haut revenu. En réaction, les clubs professionnels dont le Toulouse Football Club votent la grève. Nous verrons ce qu'en pensent les Toulousains. Et puis on laissera les lignes de compte pour les terrains avec vous Samuel. Gros enjeu ce week-end avec le match qui focalise les attentions. C'est Stade Toulousain-Toulon. On évoquera aussi la 7e édition du Marathon de Toulouse. On verra ça un peu plus tard dans le journal. Mais pour débuter, les députés de la majorité l'ont entériné. Les placements d'épargne vont être taxés à hauteur de 15,5%. Cela concerne tous les dépôts d'argent faits depuis 1997. Objectif, renflouer les comptes de la sécurité sociale. L'opposition est vent debout, à Toulouse également. Jean-Luc Moudinque, on écoute sa réaction. Qui c'est qui va être touché par ça? Ça va être des petits épargnants. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas des traders, ce n'est pas des gros investisseurs en bourse. Ce sont des petites gens. Ce sont des Toulousains, ce sont des Français de base, comme on dit. Ils ont placé leurs économies depuis plusieurs années. On leur avait annoncé que la taxation de leurs petits placements serait autour de 5%. Et puis tout d'un coup, de manière rétroactive, on triple le montant de l'impôt, c'est-à-dire qu'on leur annonce une taxation à 15,5 %. Je trouve que c'est une méthode qui s'apparente à du racket. Ça montre combien le gouvernement ment aux Français. Lorsque, il y a quelques semaines, il disait « bon, on comprend le ras-le-bol fiscal, on va faire une pause fiscale ». Et puis on voit bien que les petits épargnants, les petits retraités, les familles avec le quotient familial, tous les jours, il y a une nouvelle mesure qui sort. Tous les jours, il y a une taxation supplémentaire. Toute chose que les socialistes n'avaient absolument pas dit lorsqu'ils étaient candidats aux élections l'année dernière. Et puis François, côté faits divers, cette rixe entre bandes dans le nord toulousain. Oui, les faits se sont déroulés mercredi. En fin de journée, une quarantaine de jeunes, la plupart mineurs, armés de barres de fer et de projectiles divers, se sont affrontés dans la station de métro La Vache à 18h30, sous le regard, on imagine, médusé des usagers nombreux à cette heure de pointe. 7 garçons ont été interpellés, âgés de 16 à 20 ans. Pas de blessés graves, heureusement, dans cette bagarre de rue. Tisséo a porté plainte suite aux dégradations matérielles. Et on poursuit Samuel avec cet appel à la grève. Il a été lancé par le syndicat solidaire des étudiants pour une action le jeudi 7 novembre prochain. Un appel qui concerne plusieurs facultés de France. À Toulouse, ce sont les étudiants du Mirail qui se mobilisent. Ils remettent en question la loi sur l'autonomie des universités et ses conséquences. Marlène Canal. Depuis que la loi Pécresse sur l'autonomie des universités est passée en 2009, elle suscite la polémique. Elle a ensuite été confirmée par la loi Fioraso de 2013 et aujourd'hui les finances de l'université du Mirail seraient plombées par son application. La baisse globale des dernières dotations et les hausses de salaire des personnels de catégorie C obligent notamment les universités à adopter des plans de rigueur sans précédent, ce qui se traduit par des réductions de postes, la baisse de crédits pour la formation et la recherche. Pour l'université du Mirail, le syndicat solidaire étudiant dénonce la fusion des filières de lettres classiques et modernes. Mardi, le président de Toulouse 2 signait une motion avec 16 autres présidents d'universités qui s'alarment de la situation financière critique de leur établissement. Une étape de plus pour l'Oncopole. Hier a été inaugurée une nouvelle entreprise spécialisée dans la télésanté et l'accompagnement des malades. À la clé, ce sont 100 nouveaux emplois qui viennent donner de la vie à ce site. Christelle Dao et Alain Sorat pour les présentations. C'est au printemps prochain que l'Institut universitaire du cancer ouvrira ses portes. Pour autant, certaines équipes y travaillent déjà et près de 1660 salariés sont présents sur le site de l'Oncopole. Pierre Cohen accueillait hier une nouvelle entreprise prestataire de santé à domicile, Sadir Assistance. L'Oncopole était pour nous quelque chose de très naturel puisque l'Oncopole c'est le continuum de la prise en charge du patient. On part de la recherche, de l'hospitalisation, des activités de la Ligue contre le
cancer, mais les patients atteints de pathologies cancéreuses reviennent à domicile le plus tôt possible et l'ASSADIR est un des acteurs principaux qui va s'occuper de ce retour à domicile. Ce sera plus facile de travailler entre les hôpitaux qui s'occupent des patients atteints de cancer et ça va faciliter les liens entre les structures qui font de la recherche, mais également les laboratoires, mais bien sûr l'hôpital ou la Ligue contre le cancer. Le projet d'associer la recherche à l'entreprise avec un investissement financé à moitié par le privé et à moitié par le public était un défi de taille à relever. Au total, près de 3300 salariés seront présents sur l'ancien site d'AZF, regroupant ainsi des compétences scientifiques, technologiques, médicales et académiques dans la perspective de devenir à terme leader européen de la lutte contre le cancer. Est-ce que vous buvez des boissons énergisantes, François? Ça a dû m'arriver, oui. Eh bien, vous pouvez envisager de lever le pied pour le bien de votre portefeuille et pour votre santé, car les députés viennent de voter une taxe sur ces boissons au nom de la santé publique. Objectif 60 millions d'euros pour combler le déficit de la sécurité sociale. Marlène Canal pour les détails. Suite du rapport alarmant de l'ANSES, l'agence sanitaire, qui pointait du doigt en début de mois les risques encourus lors de la consommation de boissons énergisantes. La taxe d'1 € par litre doit donc s'appliquer aux boissons contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine ou 300 mg de taurine pour 1 litre. La consommation de boissons énergisantes est un phénomène en constante progression. Elle concernerait un peu plus de 9 millions de Français de plus de 14 ans. En tout, ce sont 60 millions de litres qui sont consommés chaque année. Une satisfaction pour Gérard Bapt, le député PS de la Haute-Garonne, rapporteur du texte. De son côté, l'UMP l'aurait prié de ne plus évoquer les problèmes de santé publique pour créer de nouvelles taxes. Une figure historique d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse aujourd'hui. José Bové est venu rencontrer les élus EELV toulousains, dont Antoine Maurice, candidat au municipal. L'occasion de formuler des propositions concrètes sur l'agriculture à Toulouse et son agglomération et de parler également des circuits courts. Fanny Madamour l'a rencontré avec Alain Sorat. José Bové, bonjour. Donc on sait que l'agriculture est un secteur clé de l'économie pour la région Midi-Pyrénées. Mais en quoi finalement est-ce un enjeu pour les prochaines élections municipales de l'agglomération toulousaine? Alors je pense que le fait déjà qu'on soit dans ce magasin, qui est un magasin qui a été construit par les producteurs en lien avec les habitants de Toulouse, ça montre qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de relocaliser l'économie et que l'agriculture en est un symbole. Donc si on prend une agglomération comme Toulouse, d'abord il y a un enjeu sur le foncier. Il faut vraiment sanctuariser les terres agricoles en limitrophe, qu'on arrête d'urbaniser, qu'on arrête de détruire des terres agricoles pour qu'on puisse avoir une vraie ceinture verte avec des installations de maraîchers. Et en même temps, ça permet de créer de l'emploi et de fidéliser et de permettre à des paysans de vivre de ces nouveaux marchés de proximité. Vous êtes finalement pour le développement de ce qu'on appelle les circuits courts, mais vous avez bien conscience qu'on ne peut pas totalement se passer de la grande distribution et que notamment, si on s'en passe, ça peut impacter l'emploi par exemple? Écoutez, ça j'en suis pas sûr. Parce que vous savez, moi je vois sur Marseille, où on a un nombre par exemple de circuits courts très importants qui touchent plusieurs milliers de familles avec ce qu'on appelle les AMAP. On s'est rendu compte que le prix payé pour les fruits et légumes dans ces circuits courts était 20% en dessous de tous les Leader Price et autres Aldi. Donc aujourd'hui, les circuits courts, ce n'est pas simplement quelque chose qui intéresse une clientèle déjà mobilisée, mais c'est aussi une réponse à la crise. Et donc le développement de circuits qui soient beaucoup plus courts, d'ailleurs on voit revenir dans les villes, les magasins de proximité, c'est pas l'emploi forcément dans la grande surface qui va se redévelopper. Moi, je suis pour le développement d'un emploi où les gens sont directement liés aux consommateurs et aux producteurs. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus fort pour à la fois la mixité sociale et en même temps pour le lien rural-urbain. Dans le milieu du sport, c'est un chiffre qui interpelle 75%. C'est le montant de la taxe qui touchera les footballeurs à haut revenu. En réaction, les clubs professionnels, dont le TFC, ne joueront pas le week-end du 30 novembre prochain. Une grève que 83% des Français trouvent injustifiée. Jérôme Bollock est allé voir ce qu'en pensent les Toulousains.
La taxe à 75% et la fronde des clubs de foot, un sujet largement commenté aujourd'hui. Rappelons que le projet de taxe à 75% sur les salaires dépassant le million d'euros par an prévoit le plafonnement de la mesure à 5% du chiffre d'affaires des clubs. Pour les Toulousains, le milieu du foot doit participer à l'effort collectif. J'aurais préféré que ce soit les joueurs qui soient taxés effectivement séparément, individuellement, que le club. Mais bon, l'effort doit être consenti par tout le monde. Et non, ça me semble logique que cette taxe s'applique aussi au club. Je ne suis pas pour défiscaliser les clubs de foot. Non, je considère qu'il y a énormément d'argent là-bas, que la société en a besoin en bas, on va dire, et que voilà, taxer les plus riches, c'est pas un problème. Ouais, ils sont taxés beaucoup, mais en même temps, ils gagnent beaucoup, donc bon. C'est vrai, ils ne seront pas malheureux après, quoi. Ils auront de quoi manger encore. Hein. Hier, les clubs ont décidé à l'unanimité de faire grève lors de la 15e journée de la Ligue 1 et de la 16e de la Ligue 2, fin novembre. Une échéance qui leur laisse du temps pour tenter de faire reculer le gouvernement. François Hollande doit recevoir les dirigeants du foot professionnel le 31 octobre. L'annonce de cette grève du foot laisse les Toulousains plutôt circonspects. Je crois qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre que faire grève. Grève des matchs une journée, c'est hallucinant. Ils ont déjà assez d'argent comme ça, donc bon, pour un impôt, ils vont pas non plus abuser, quoi. Est-ce que ça va servir à quelque chose, à part juste pour dire qu'ils sont là et qu'ils apprécient pas? Je sais pas si... Est-ce que c'est pas une journée de grève qui va peut-être faire quelque chose? Il y a trop d'enjeux financiers pour eux. Si d'un côté, ils bloquent tout, derrière, je pense que c'est plus pénalisant pour eux que pour le gouvernement qui, pour l'instant, n'a pas fait des mesures. Moi je pense que la taxation elle est beaucoup trop élevée pour 75% par rapport à certains clubs comme l'Olympique de Marseille, parce que 8 millions pour Valbuena ça fait 1,4 million, ça fait je trouve énorme. Donc je pense qu'ils ont raison de faire grève et je suis de tout cœur avec eux, quoi. Ils vont payer beaucoup plus d'impôts, les clubs, et tous les bons joueurs vont partir. Déjà que le championnat de France n'est pas très élevé, donc c'est le problème qu'il y aura. Tout ce qui est Ibrahimovic, toute la compagnie, ça partira et on se retrouvera avec rien, quoi. Une dizaine de clubs de Ligue 1, dont le TFC, sont concernés par la taxe à 75%. La mesure devrait permettre à l'État d'engranger 44 millions d'euros. À lui seul, le PSG devrait débourser 20 millions d'euros. Samuel, on va continuer à parler sport avec vous, mais côté terrain, qu'est-ce qu'il y a au programme de ce week-end? Le grand rendez-vous sportif du week-end, c'est le marathon international Toulouse Métropole qui se court dimanche. Aujourd'hui, le village marathon a ouvert ses portes place du Capitole. Vous le voyez, et vous voyez les records des précédents champions. 2h11 pour les hommes. 2 heures. Vous êtes attendu, Samuel, je suis attendu. 2h37, là, c'est une blague. Parce que je vais participer, effectivement, on voit là, j'ai donc émargé, on m'a donc remis le sac. Ouais. Et moi, c'est ma première participation sur un marathon. Donc voilà, je découvre déjà quand même. Et voilà, on m'a distribué un sac, donc on va voir. Ouais. Mon dossard, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le bon kit du bon marathonien. Le dossar, ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors pourquoi ce dossard 4700? Il y a combien de participants alors du coup? Il y en aura 6500. Progression, c'est. Ouais, c'était 6000 l'année dernière, 6500. Le t-shirt du marathon. Ouais, les couleurs à propos, hein. Violet, marathon international. Et c'est le théâtre des championnats de France, c'est marqué donc derrière. Et donc on nous a remis ça, le t-shirt, des bonbons barres chocolatées. J'ai pas montré tout ce qu'il y avait. Ça pourra servir. Et alors qu'est-ce que vous avez autour des poignets? Deux bracelets. Des bracelets. Là. Je sais pas si on les voit bien. Là on voit 3h45 sur le blanc, on voit 4 heures sur le vert. Ouais. Ça permet tout simplement de connaître les temps de référence tous les 5 km. C'est l'allure à tenir, une sorte de pense-bête pendant la course finalement. Voilà. 4 heures, c'est 3h45, c'est sport. 4 heures, c'est un temps moyen pour un coureur amateur. C'est ce que je vais essayer de faire. Ce ne sera pas évident, à mon avis. 4 pour une première, par exemple. Ça peut se tenter pour une première. Ça peut se tenter pour une première. Ouais, j'ai un ami qui avait fait ça, qui s'était rapproché des 4 heures l'année dernière pour sa première participation. Ouais. Très bien, on vous suivra. Revenez quand même parce qu'on a besoin de vous ici, vous le savez. J'espère être d'attaque lundi, effectivement. Cette année, les meilleurs marathoniens français seront présents sur le parcours toulousain, car je l'ai dit, ce sera les championnats de France. 6500 coureurs sont attendus pour le grand départ dimanche à 8h45 sur le pont Pierre de Coubertin. Arrivée prévue pour les meilleurs un peu avant 11h. Pour ma part, ce sera plus vers 13h, si vous avez envie de me voir. J'espère, en tous les cas. Le parcours, c'est sensiblement le même que l'année dernière. Les organisateurs. Julien Carrère, là, vos invités réguliers à l'émission, c'est très couru par les journalistes cette course. Oui, il y a plusieurs journalistes qui la feront, effectivement. Ce sera un parcours roulant. Le marathon emprunte d'abord
sur une douzaine de kilomètres le centre-ville de Toulouse, puis passage à Aucanville, Fontbeauzard, Saint-Alban, Castelginès, puis Launaguet sur 15 km pour enfin retrouver Toulouse et la place du Capitole. Voilà. Bon. C'est quand même super d'arriver place du Capitole. J'imagine que ça doit être sympa. Mais avec des douleurs hein, pour certains. Bon, on vous souhaite bon courage ainsi qu'à tous les participants. Oui. Donc rendez-vous dimanche 7 pour la 7e édition du Marathon de Toulouse. D'ici là, il y a une rencontre qui focalise les esprits. C'est du rugby, Stade Toulousain-Toulon. Oui, c'est la 10e journée du top 14. Ce sera samedi à 14h55 à Ernest-Vallon. C'est évidemment un choc de ce championnat. Le mois d'octobre est pour le moment en tout point parfait. Victoire contre le Stade français, puis succès en H-Cup contre Zèbre, puis les Saracens. Vu les dernières prestations des Toulousains et des Toulonnais, on peut donner un petit avantage aux joueurs de Guinoves. Pour autant, il ne faut pas oublier que le RCT est champion d'Europe et que c'est quand même le leader actuel du top 14. Ouais, c'est un match qui pèse 5 titres de Coupe d'Europe, 4 pour le Stade, 1 pour le rugby club. Donc ça vaut cher, effectivement. Et écoutons ce que pense Thierry Dussautoir du prochain adversaire du Stade Toulousain. C'est l'année des concurrents au titre de champion de France. C'est le champion d'Europe en titre. Et bon, aujourd'hui, les leaders du championnat. Donc, c'est forcément l'équipe référence du championnat aujourd'hui. Et ce sont ces matchs-là aussi qui font qui donnent du sel aussi à ce qu'on fait tous les jours. Donc on est tous contents de pouvoir participer à ce genre d'événement. Et objectif, rester invaincu aussi sur la pelouse d'Ernest-Vallon depuis le début de la saison. C'est le cas, donc ils vont espérer le faire. À noter la charnière inédite alignée par Guinoves, Vermac, Barak. C'est une première cette saison. Et à noter également que Luc McAllister a quitté Medipol ce vendredi. Suite à sa rupture des tendons du biceps gauche. Retour espéré dans combien de temps? Dans 3-4 mois, et il va d'abord se reposer un peu en Nouvelle-Zélande, là, pendant une petite semaine. Sur ces terres, donc, on enchaîne avec la Pro D2 peut-être, la Pro D2 avec un derby midi-pyrénéen, Tarbes-Colomiers, ce sera dimanche 27 octobre à 15h05, très précisément. Très bien, il y a du foot évidemment au programme. Le Toulouse Football Club, qu'est-ce qui les attend? Alors c'est la 11e journée de Ligue 1 et le TFC reçoit le Stade Rennais samedi à 20h au Stadium. Après sa victoire 2-1 à Reims, le TFC reste sur une belle série de 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Match indécis entre le TFC et Rennes puisque le TFC est 8e et les Rennais sont 10e au classement. Attention côté Rennais à Fouad Kadir, auteur d'un doublé le week-end dernier contre Valenciennes. Très bien, merci Samuel pour cette page sport très complète. On termine cette édition en parlant de Toulouse qui a ce soir l'accent un peu plus espagnol que d'habitude. Toulouse, capitale de l'exil espagnol, accueillait en effet une chaîne de radio référente, voire mythique en Espagne, la Cadena Ser. Elle s'est déplacée à l'Institut Cervantes pour y enregistrer son émission La Ventana, un programme qui réunit chaque jour près d'1 million d'auditeurs et qui propose des débats sur l'actualité. Toutes les 4 semaines, elle se déplace à l'étranger pour son enregistrement. Aujourd'hui, 3 générations d'émigrants espagnols étaient à Toulouse, réunis sur ce plateau. On y a parlé bien sûr d'exil, mais aussi de la grève des clubs de football professionnel, on vient d'en parler. Une grève qui interpelle au pays du Barça et du Real Madrid. On écoute l'animateur vedette Carlos Francino au micro de Christelle Dao. Ce soir, nous sommes venus enregistrer La Ventana à Toulouse. C'est un programme leader en Espagne. On va aborder 2 thèmes principaux, celui de la langue, car c'est la semaine du Congrès international de la langue espagnole à Panama. Et dans cet institut, il y a 500 personnes qui apprennent l'espagnol. Et le deuxième thème, c'est celui des 20 000 Espagnols qui vivent à Toulouse. Cette ville contient de nombreux souvenirs pour l'Espagne en général et aussi pour la Catalogne en particulier, parce qu'elle fut pendant très longtemps la capitale de l'exil après la guerre civile. Même s'il y a des gens en Espagne qui pensent que la mémoire doit rester enfermée et que les blessures sont guéries, ce n'est pas le cas. C'est très important pour nous de connaître l'histoire parce que cette histoire se répète perpétuellement. Aujourd'hui, il y a une autre génération d'Espagnols qui viennent s'installer à Toulouse, pas pour fuir une dictature ni pour des raisons politiques, mais pour échapper à une crise, donc pour des motifs économiques. C'est pour ça que ça nous a paru intéressant de venir ici pour voir comment ils vivent, écouter ce qu'ils ont à raconter et voir aussi quelle est l'importance de l'espagnol dans cette ville. Voilà pour La Ventana, une émission que vous pourrez écouter en podcast sur le site de Cadena Ser, pourquoi pas ce week-end. En tout cas, on vous le souhaite excellent. Salut à tous, à bientôt.